Bonjour et bienvenue sur le podcast Café Classique. Je m'appelle Sam Zenker, je suis écrivain et je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi les grands classiques de la littérature autour d'une bonne tasse de café, de thé ou de chocolat d'ailleurs, c'est vous qui choisissez. L'idée, vous l'aurez deviné, c'est de s'installer dans ce petit coin cosy où on adore se poser pour lire et plonger dans un bon bouquin. Ce podcast est entièrement dédié aux grands textes et sera publié 2 fois par mois. Vous pouvez en retrouver tous les épisodes sur la plupart des plateformes podcast ainsi que sur mon site internet www.samzenker.com. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de cliquer le petit bouton pour vous abonner. Ça fait toujours plaisir de savoir que quelqu'un écoute. Écrivain français, né le 24 juillet 1802 dans l'Aisne, Alexandre Dumas est aussi le 13e auteur le plus traduit en langue étrangère, avec 2540 traductions. Son père, Thomas de la Pailletterie, fils d'un marquis normand désargenté et d'une esclave noire, est un brillant général d'armée surnommé du nom de sa mère, Dumas. Le général Dumas sert pendant la Révolution, où il se fait une brillante réputation. La mère d'Alexandre, elle, est la fille d'un aubergiste de Villers-Cotterêts, où l'on peut encore visiter la maison natale de l'écrivain. Son père meurt en 1806, alors que le petit Alexandre n'a que 4 ans. Sa mère quitte alors le château de la Fosse, que le général avait loué pour eux, et rentre vivre chez ses parents. Ce sont eux qui élèveront Alexandre et sa sœur. Après une scolarité sommaire, il entre comme coursier à l'âge de 14 ans chez un notaire. À 17 ans, il fait la connaissance d'Adolphe de Leuven. Ils ont le même âge et il est initié à la poésie moderne. Ils écrivent ensemble des drames et des vaudevilles qui ne connaissent aucun succès. Alexandre fuit l'Aisne en 1822, où sa mère et lui sont victimes d'humiliations depuis la mort de son père. À Paris, il décroche une place de clerc chez un notaire, sa calligraphie étant excellente, puis de secrétaire dans les bureaux du duc d'Orléans. Il peut alors se permettre de faire venir vivre sa mère chez lui. De sa grand-mère, Alexandre a hérité ses cheveux crépus qui deviendront vite un signe distinctif apparaissant dans les caricatures multiples dont il fait l'objet. Il est souvent confronté au racisme de ses contemporains, même s'il ne manque pas de répartie cinglante pour se défendre. Le 27 juillet 1824, il devient le père d'Alexandre Dumas fils, né d'une liaison avec une couturière voisine de palier. Il ne reconnaîtra son fils qu'en 1831, après la naissance de sa fille Marie-Alexandrine, née d'une liaison avec une actrice. Les 2 enfants deviendront écrivains à leur tour. Tout au long de sa vie, Dumas multipliera les liaisons. En 1840, il se marie à une actrice, Ida, mais il se sépare au bout de 4 ans. Il aura au moins 2 autres enfants illégitimes, en 1851 un fils et en 1860 une fille. Le succès arrive enfin en 1825 où l'un des vaudevilles écrits avec Leuven et Pierre-Joseph Rousseau remporte un grand succès, La chasse et l'amour. Il écrit son premier drame historique, Henri III et sa cour, en 1828, qui remporte un énorme succès au théâtre. Contemporain de Victor Hugo, il est conscient de leurs différences artistiques et Dumas se sent inférieur à son ami, dont il admire les vers, en particulier ceux de Marion Delorme. Alexandre Dumas est désormais célèbre en tant qu'auteur de drames, mais il ne sait pas bien gérer sa fortune, ce qui l'amène à écrire beaucoup de pièces médiocres et le rend vite ennuyeux auprès de son public. De 1832 à 1838, il voyage pour fuir le choléra qui frappe Paris et écrit ses premières impressions de voyage. Il obtient la Légion d'honneur en 1837. En 1838, Émile de Girardin invente le roman feuilleton, à raison d'un épisode chaque semaine, paru dans son journal La Presse. Le premier à être publié vient d'Alexandre Dumas, règne de Philippe VI de France et d'Édouard III d'Angleterre. En 1840, il retravaille un manuscrit qui lui est apporté par Auguste Maquet, un jeune auteur qu'on lui a présenté 2 ans auparavant, et il le publie en 1842 sous forme de feuilleton, avec son seul nom, sous le titre « Le Chevalier d'Harmental ». En 1844, il publie de la même façon Les Trois Mousquetaires, qui est un énorme succès, dans le journal Le Siècle. En 7 ans,
De 1844 à 1851, Alexandre Dumas travaille à un rythme effréné avec Auguste Maquet comme collaborateur et produit ses œuvres les plus célèbres. Ce sont Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, La Reine Margot, 20 ans après, Une fille du Régent, Le Chevalier de Maison Rouge, La Dame de Montsoreau, Joseph Balsamo, Les 45, Le Vicomte de Bragelonne et Le Collier de la Reine. Il écrit ses romans au fur et à mesure de la sortie des épisodes, parfois plusieurs à la fois. Il fait construire un théâtre à Paris qu'il va diriger un certain temps, mais l'établissement fait faillite 3 ans après sa construction. Pendant ce temps, cependant, il va accueillir les pièces de Shakespeare, Goethe et d'autres auteurs européens. C'est aussi dans ce théâtre qu'il produit la pièce tirée du Chevalier de Maison Rouge, durant laquelle sera entonné pour la première fois le chant des Girondins, destiné à devenir 1 an plus tard l'hymne national sous la Seconde République. Dumas gagne alors très bien sa vie, mais il ne sait toujours pas gérer son argent et dépense plus et vit à crédit. Il fait même construire en 1846 le château de Monte Cristo et invite 600 personnes à sa pendaison de crémaillère. 2 ans plus tard, il est ruiné. D'abord parce que la Révolution de 1948 cause la suspension des feuilletons dont il vit pendant plusieurs mois, et de plus, il fait lui-même campagne et se présente aux élections législatives de Lyon, qu'il perd. En outre, son épouse Ida lui demande en 1847 une pension alimentaire. Le 10 février 1848, le tribunal de la Seine ordonne la vente du château de Monte Cristo pour payer la pension alimentaire et du même coup la dot qu'il doit encore à son épouse. Le château est acheté par un prête-nom d'Alexandre Dumas qui peut ainsi continuer à y vivre. Après la faillite du théâtre, pourtant, les créanciers se bousculent à sa porte, au point qu'en 1851, il s'exile à Bruxelles avec Victor Hugo pour protester contre le coup d'État de Napoléon III. En 1853, pour pouvoir rentrer à Paris, il cède 45% de la propriété de ses œuvres présentes et futures à ses créanciers. 1 an auparavant, son fils, Alexandre Dumas, triomphe avec la pièce La Dame aux Camélias. De 1853 à 1860, Alexandre Dumas lance plusieurs journaux dans lesquels il écrit ses romans, en partie en collaboration, mais sans jamais trouver aucun assistant qui soit du talent ni de la force de travail d'Auguste Maquet. Il publie des récits de voyage, traduit des œuvres anglaises ou russes, y compris Ivanhoé, ou des contes pour enfants tirés de l'allemand. Auguste Maquet l'attaque en justice en 1858 et obtient 25% des droits d'auteur, mais pas de droits de propriété. Dumas meurt le 5 décembre 1870. Il sera d'abord enterré à Neuville-les-Pollets, puis transporté à la demande de son fils à Villers-Cotterêts en 1872. Enfin, le 30 novembre 2002, sa dépouille est transférée au Panthéon de Paris au cours d'une cérémonie officielle pour le bicentenaire de sa naissance, en présence de Jacques Chirac et d'Alain Decaux. Il reste un auteur extraordinairement prolifique, avec près de 80 romans publiés, sans compter les écrits qui lui ont été faussement attribués, comme certains parus sans nom dans un recueil de ses œuvres. Alors, Le Comte de Monte Cristo est écrit à partir de 1844 avec la collaboration d'Auguste Maquet et le roman se base sur un fait divers, Le Diamant et la Vengeance, dont l'origine est contestée, publié en 1838 sur la base des notes de Jacques Pechet, archiviste de la préfecture de police. L'action se situe au début du règne de Louis XVIII, en février 1815, alors que Napoléon Ier se prépare à quitter l'île d'Elbe pour les fameux 100 jours. Pour mémoire, il s'agit là de la période entre le 1er mars 1815 et le 7 juillet 1815, date à laquelle Napoléon Ier abdiquera à nouveau après son retour en France au début mars. Les 100 jours désignent la durée de l'absence du roi Louis XVIII à Paris. Dès les premières pages du roman, Dumas rend très bien l'atmosphère de suspicion qui régnait en ce temps-là,
où les royalistes encore au pouvoir se montrent extrêmement paranoïaques concernant un possible retour du Corse et où être accusé de bonapartisme pouvait avoir de mortelles conséquences. D'ailleurs, parmi les principaux personnages, tous ont une conscience accrue de ce que cela signifie, puisqu'ils vont s'en servir contre le héros, Edmond Dantès. Celui-ci est tout l'opposé d'un politicien. C'est un jeune marin de 19 ans à peine qui rentre au port de Marseille après un voyage à bord du Pharaon, le navire de commerce appartenant à son patron, l'armateur Morel. Le capitaine du navire est mort de maladie pendant le voyage et Edmond, qui était le second du navire, a pris les commandes, ce que tout l'équipage a vu d'un bon œil parce qu'il est d'abord un excellent marin et ensuite parce qu'il est apprécié de tous. Avant de mourir, le capitaine a donné un paquet à Edmond et lui a demandé de le délivrer au grand maréchal Bertrand sur l'île d'Elbe, l'île précisément où Napoléon Ier est retenu prisonnier. Edmond fera donc escale là-bas et délivrera le paquet comme convenu, en échange duquel on lui remet une lettre destinée à un certain monsieur Noirtier à Paris. Edmond doit également remettre cette lettre en main propre. À son retour au port de Marseille, donc, Edmond est accueilli à bras ouverts par son vieux père, mais aussi par son patron, l'armateur Morel, qui lui promet de faire de lui le capitaine du navire. Edmond a donc tout pour être heureux. Il va être promu capitaine, il rapporte 3 mois de solde à son vieux père qui est dans le besoin, et le lendemain, il doit se fiancer à la belle catalane Mercedes Herrera, qui lui est promise et qui lui porte un amour aussi profond que le sien. Le mariage doit avoir lieu au retour d'Edmond de Paris. Le problème, c'est que le bonheur du jeune marin n'est pas du goût de tout le monde. Le comptable du Pharaon, Danglars, étouffe de jalousie. Il voulait lui-même devenir le capitaine du navire. Le cousin de Mercedes, Fernand, a aussi ses raisons. Il est fou amoureux de la jeune femme et enrage de la voir prête à lui échapper dans les bras d'un autre. Alors que les deux compères boivent un verre avec leur ami le tailleur Caderousse, qui est aussi un ami d'Edmond, Danglars remarque la jalousie de Fernand et décide de s'en servir contre Edmond. Il attend que le tailleur soit fin soûl pour suggérer à Fernand le Catalan que son rival serait hors course si jamais quelqu'un le dénonçait pour bonapartisme. Comme il se trouve qu'Edmond a fait escale avec son navire sur le lieu de détention de Napoléon et qu'il a en sa possession une lettre de toute évidence compromettante, il serait facile à accuser, même si Edmond, qui est un peu naïf, ignore tout du contenu de la missive. Fernand mord à l'hameçon, mais Danglars a peur qu'on puisse remonter jusqu'à lui. Il écrit donc la lettre de dénonciation de sa main gauche pour rendre son écriture méconnaissable, puis la froisse et la jette dans un coin, prétendant qu'il s'agissait là d'une simple blague. Le tailleur Caderousse, qui est fin soûl, est soulagé de penser que Danglars ne faisait que plaisanter. Une fois que Danglars et Caderousse quittent l'auberge, Fernand se jette sur le bout de papier froissé, ce qui n'échappe pas au comptable. Le lendemain, pendant le repas de fiançailles de Mercedes et Edmond, la police fait son entrée et arrête le pauvre jeune homme qui les suit sans protester, persuadé qu'il s'agit d'une erreur. Son patron Morel fait d'ailleurs tout son possible pour attester de sa loyauté et de son innocence. Edmond est donc amené devant le substitut du procureur, Gérard de Villefort, qui, ce même jour, fêtait lui aussi ses fiançailles avec une jeune femme, fille de marquis. Il comprend vite qu'Edmond est innocent, en grande partie parce qu'il ressent sa franchise et son honnêteté. Il le prend en sympathie et lui assure que tout va s'arranger au plus vite. Pourtant, quand il jette un œil sur la fameuse lettre, il est pris de panique. Il se trouve que monsieur Noirtier, le destinataire de la lettre en question, n'est autre que le père de Gérard de Villefort et un bonapartiste convaincu. De Villefort craint que son père ne ruine ses projets de carrière et son futur mariage par ses manigances. Il brûle donc la lettre et décide qu'Edmond ne doit plus être remis en liberté. Il le fait donc envoyer au château d'If, une forteresse occupant une petite île tout entière dans la rade de Marseille. Edmond croit d'abord à une erreur et il tente de se persuader que de Villefort va tenir sa parole. Mais il doit bien se rendre compte assez vite qu'il n'en est rien. Il finit par être jeté au cachot pour avoir tenté de protester, dans les entrailles même du château plongé dans l'obscurité.
Il est seul, isolé dans sa cellule, et il ne voit que son gardien pour les maigres repas. Il entend régulièrement son voisin, un abbé que tout le monde dit fou parce qu'il prétend posséder des millions, et pense lui aussi que le vieil homme n'a plus toute sa tête. Edmond finit par désespérer de ne jamais sortir de ce trou, et il pense au suicide. Il entame alors une grève de la faim. Au 8e jour de son jeûne, l'abbé Faria, son voisin, lui confie qu'il creuse un tunnel depuis 7 ans pour arriver à s'évader, mais qu'au lieu de déboucher sur la mer, son tunnel est arrivé dans la cellule d'Edmond. Celui-ci se rend vite compte que l'abbé est loin d'être fou et au contraire très intelligent et très érudit. Faria, de son côté, comprend immédiatement que son jeune compagnon est victime d'un complot et le lui démontre en écrivant de la main gauche un message qui ressemble étonnamment à celui ayant dénoncé Edmond. Les deux prisonniers se lient d'amitié, et même plus, c'est un petit peu un rapport père-fils, et ils prévoient de reprendre leurs efforts sur le tunnel ensemble, pendant que Faria fera l'éducation complète d'Edmond et lui transmettra toutes ses connaissances en sciences, politique et philosophie. Malheureusement, Faria est vieux et subit une attaque de catalepsie qui le laisse à moitié paralysé. Il est tout à fait conscient que la prochaine attaque lui coûtera la vie. Aussi demande-t-il à Edmond de s'évader sans lui. Le cœur brisé, Edmond refuse et reste aux côtés de l'abbé en poursuivant leur projet tout seul. Faria lui révèle alors que les millions qui lui ont valu sa réputation de fou existent vraiment. Ils lui ont été confiés par le dernier héritier d'une dynastie italienne maintenant éteinte, les Spada. Il dévoile aussi l'emplacement du trésor à Edmond avant de mourir, emporté par la prochaine attaque. Edmond décide alors de profiter de l'enlèvement du corps de Faria pour s'enfuir. Il place le cadavre dans son propre lit et prend sa place dans le sac mortuaire, persuadé qu'il arrivera à s'échapper quand les gardes l'auront sorti de la prison. Le problème, c'est que le château d'If se trouve sur une île et on n'y enterre pas les cadavres. On les jette à la mer avec un boulet de canon au pied. Grâce à ses talents exceptionnels de nageur et une lame, Edmond arrive à se libérer du sac pendant qu'il coule et nage jusqu'à l'île de Tiboulin à 7 km de là. Il s'y cache alors qu'une grosse tempête éclate et voit une barque avec plusieurs hommes à bord échouer sans laisser aucun survivant. Après la tempête, il nage jusqu'au reste de la barque et attire l'attention d'un bateau de contrebandiers qui le sauve. Il se lie d'amitié avec eux, les impressionnant avec ses talents de marin. Il réalise alors qu'il est resté 14 ans emprisonné, presque jour pour jour. Il travaille avec les contrebandiers pendant quelques temps, puis se rend discrètement sur l'île de Monte Cristo, où Faria lui a décrit l'emplacement du trésor dans une grotte. Après s'être arrangé pour rester seul sur l'île, en feignant une mauvaise chute et une fracture de la colonne vertébrale, donc en gros, on le laisse à mourir, Edmond trouve le trésor qui dépasse ses espérances. Il retourne à terre se faire construire un yacht équipé d'un compartiment secret dans lequel il prévoit d'enfermer sa fortune. Revenu à Marseille, il apprend les mauvaises nouvelles. Son père est mort de faim, malgré les soins de Mercedes et de l'armateur Morel, car inconsolable à la perte de son fils, il a arrêté de se nourrir. Il apprend aussi que ses 4 amis ont quitté Marseille, Caderousse le tailleur, Danglars le comptable, Fernand le catalan et De Villefort le substitut du procureur. Il retrouve Caderousse, qu'il approche en se faisant passer pour un abbé, Busoni, chargé de régler la succession d'Edmond, que tout le monde suppose mort. On verra d'ailleurs dans tout le roman qu'Edmond est un maître du camouflage, se faisant régulièrement passer pour quelqu'un d'autre. L'abbé prétend donc avoir assisté au décès d'Edmond et devoir partager entre ses 4 amis et son père l'argent de la vente d'un diamant qu'un compagnon de cellule lui aurait donné. Désireux de s'accaparer tout l'argent de la vente du diamant, Caderousse explique à l'abbé Busoni que les autres ne méritent pas de récompense pour leur trahison. Caderousse lui-même, qui a fini aubergiste et marié à une femme qu'il exècre et finira par tuer pour ne pas devoir lui donner une partie de l'argent, explique à Edmond le destin des autres. Mercedes a fini par épouser Fernand,
qui est devenu entre-temps le comte de Morcerf, après la mort du père Dantès, et dont elle a eu un fils, Albert. Danglars est à présent banquier à Paris. Quant à De Villefort, de substitut du procureur, il est maintenant le procureur du roi. Tous les quatre vivent désormais dans la capitale. C'est à partir de ce moment-là qu'Edmond décide de préparer sa vengeance contre ceux qui ont ruiné sa vie et qui sont responsables de la mort de son père. Toutefois, avant cela, il se déguise en Lord Wilmore, un Anglais supposé travailler pour Thomson & French, une maison de crédit anglaise. Il a en effet racheté toutes les dettes de l'armateur Morel à cette maison et accorde à Morel lui-même un délai pour le paiement de Sienne. En effet, l'armateur a affronté beaucoup de revers, en partie parce qu'il s'était trop investi pour défendre Edmond, ce qui lui a valu le soupçon de bonapartisme lui-même. Il croule maintenant sous les dettes et son dernier espoir de s'en sortir, le navire le Pharaon, coule malheureusement avant d'atteindre le port quelques jours après la visite de Lord Wilmore aka Edmond. Le vieux Morel est aux portes du suicide. Pendant le temps restant qu'il a accordé à Morel, Edmond fait reconstruire le Pharaon exactement et à la grande surprise de l'armateur, le nouveau Pharaon entre dans le port le jour même où le délai expire avec la même cargaison, sauvant par la même occasion les finances de l'armateur. Non content de l'avoir libéré de ses dettes, Edmond fait un dernier geste pour l'armateur dont la ruine avait aussi causé la destruction des projets de mariage de sa fille. Il leur fait parvenir dans une bourse de satin rouge un énorme diamant avec un mot signé de Simbad le marin. L'avenir de la famille est sauvé. Suite à cela, Edmond disparaît de Marseille et se rend en Orient. Il va y rester plusieurs années, étendre toutes les connaissances reçues de Faria, accroître sa fortune déjà énorme et mijoter son plan de vengeance. Il réapparaît en 1838. Edmond a alors 42 ans et se présente désormais en tant que comte de Monte Cristo. Il revient pour se venger. D'abord, il se rend en Italie, où, avec l'aide du brigand Luigi Vampa, un de ses amis, il fait enlever puis libérer Albert de Morcerf, le fils de Mercédès et Fernand. Albert lui est bien sûr extrêmement reconnaissant et propose de présenter le comte à la haute société parisienne. Il se donne rendez-vous dans la capitale dans 3 mois. Parce qu'il vit dans un luxe impressionnant et grâce au récit d'Albert concernant son sauvetage à Rome, le comte se trouve rapidement au plus près de ses cibles à Paris. Il passe pour un riche oriental un peu mystérieux. Certaines femmes le soupçonnent même d'être un vampire à cause de son teint pâle et de sa capacité à voir dans l'obscurité. Il se déguise aussi à loisir pour approcher ses cibles sans être soupçonné, comme par exemple en abbé Busoni pour sauver Valentine de Villefort. Il commence par s'en prendre à De Villefort, justement. Son épouse, très jalouse de la fille que son mari a eue d'un premier mariage et qui est supposée hériter d'une immense fortune, empoisonne les uns après les autres tous ceux qui pourraient empêcher son propre fils Édouard d'hériter. Elle tue donc les ex-beaux-parents de Villefort, un serviteur, et s'attaque même à la fille de son mari elle-même. Les poisons qu'elle utilise lui ont été plus ou moins recommandés par Monte Cristo, qui bien sûr ne les a évoqués qu'en passant et ne se dévoile pas. Il interviendra in extremis pour empêcher la mort de Valentine, la fille du procureur, lorsqu'il apprend que celle-ci est en fait la fiancée secrète du jeune Maximilien Morel, le fils de l'armateur. Villefort, qui a enfin compris que les gens tombent comme des mouches chez lui à cause de son épouse, lui ordonne de mettre fin à ses jours en utilisant le même poison qu'elle a utilisé pour tuer les autres. Monte Cristo a également découvert que De Villefort avait un enfant adultérin avec la baronne Danglars, l'épouse du banquier, avant leur mariage. Ayant pensé l'enfant mort, puisqu'il était né étranglé par son cordon ombilical, De Villefort l'avait enterré. Cependant, par un curieux concours de circonstances, l'enfant a survécu et a été sauvé par un homme modeste et sa sœur, Bertuccio. Bertuccio travaille, comme par hasard, à présent pour Monte Cristo, qui lui arrache bien sûr des confidences.
Ni lui ni sa sœur ne sont arrivés à contrecarrer la nature corrompue de l'enfant qui a fini par leur échapper. Devenu adulte, l'enfant Benedetto est retrouvé par Monte Cristo et réintroduit dans la haute société. Il confrontera son père de Villefort lors de son propre procès, après qu'il ait assassiné Caderousse le tailleur qui le faisait chanter. De Villefort se rend compte que ses crimes sont bien pires que ceux qu'il a reprochés à son épouse et il se dépêche de rentrer pour l'empêcher de se suicider. Malheureusement, il arrive bien trop tard. Elle s'est empoisonnée et a emporté avec elle du même coup leur enfant, un petit garçon de 7 ans. De Villefort perd la raison et Monte Cristo s'en voudra beaucoup. Il doute même un moment du bien fondé de ses agissements dont il a toujours cru que Dieu les cautionnait. C'est ensuite au tour de Fernand, le pêcheur catalan, cousin de Mercédès. Monte Cristo découvre que le comte de Morcerf, son nouveau nom, n'a accédé à son titre qu'en trahissant d'abord Napoléon, puis le pacha Ali Tebelin, pacha de Janina, en le livrant aux Turcs. À cette occasion, il a pris en esclavage la femme et la fille du pacha, nommée Haydée, qu'il a revendue. Or, Monte Cristo voyage lui-même accompagné d'une jeune femme qu'il prétend être son esclave grecque et qui est en fait Haydée, laquelle est tombée amoureuse du comte au fil des années sans jamais le lui avouer. Monte Cristo s'arrange d'abord pour laisser filtrer les informations concernant la trahison de Fernand dans les journaux, ce qui lui vaut la colère d'Albert, incapable d'accepter ou d'envisager que son père ait pu agir ainsi. Il finit par défier Monte Cristo en duel, mais Mercédès, qui a reconnu Edmond au premier regard, le supplie de laisser vivre son fils. Monte Cristo s'apprête donc à se laisser tuer pour ne pas perdre la face, quand, au matin du duel, Albert se présente et, contre toute attente, lui présente ses excuses. Mercédès et Albert quittent Fernand de Morcerf, dont la réputation est définitivement ruinée, après qu'Haydée témoigne devant la chambre des pairs de ce qu'il leur a fait subir à ses parents et elle. Morcerf se suicide d'un coup de pistolet. Edmond fait cadeau à Mercédès de la maison marseillaise de son vieux père qu'il avait rachetée et elle s'y installe pour attendre le retour de son fils Albert, engagé dans les Spahis, une unité de cavalerie française en Afrique, protégée par Monte Cristo. Enfin, Danglars, qui a mijoté tout le complot, entre à son tour dans le focus de Monte Cristo. Celui-ci va user de sa fortune pour pousser le banquier au bord de la ruine et le forcer à donner sa fille Eugénie en mariage à un prince italien pour espérer se refaire avec sa dot. Le problème, c'est que le prince italien n'est autre que Benedetto, qui bien sûr ne dispose d'aucun argent. Sa fille s'en rend compte le jour du mariage et, profitant de la confusion générale autour de l'arrestation de Benedetto pour le meurtre de Caderousse, elle s'échappe de Paris avec une amie. Danglars ne voit qu'une issue pour fuir ses créanciers. Il dérobe des millions lui ayant été confiés par les hospices. Il fuit en Italie, où le même bandit Vampa, qui avait enlevé Albert au tout début, enlève Danglars. L'affamant jour après jour, il lui soutire tous les millions volés aux hospices en échange de repas pour sa survie. Lorsque celui-ci n'a plus rien, Monte Cristo se révèle à lui et Danglars reconnaît enfin Edmond Dantès. Comme entre-temps Edmond a été ébranlé par la mort du jeune enfant Villefort, il décide de ne plus s'acharner sur Danglars et le laisse partir après un ultime repas. Lorsque le lendemain Danglars aperçoit son reflet dans l'eau d'une rivière, il se rend compte que ses cheveux ont blanchi en une seule nuit. Monte Cristo retourne donc sur son île, où il a caché Valentine de Villefort et Maximilien Morel. Il leur laisse une grosse somme d'argent et leur lègue son île avant de repartir en Orient avec Haydée, qui lui a avoué son amour sur les encouragements de Valentine et dont il espère qu'elle pourra lui redonner la sérénité perdue à la mort du jeune Édouard. Alors pourquoi le comte de Monte Cristo fascine-t-il autant les lecteurs ? Eh bien d'abord parce que Edmond est parti de rien. C'est un jeune homme honnête et presque naïf, devant qui se déroule la promesse d'une vie simple mais heureuse.
Puis, après que ses ennemis l'aient broyé dans les rouages de leurs machinations, il revient en homme puissant, riche, érudit, presque surhumain par les prouesses qu'il arrive à réaliser, mettant en place une vengeance soigneusement préparée et absolument implacable. Les méchants perdent tout et lui gagne sur tous les fronts. Mais il ne devient pas ce surhomme sans raison. C'est seulement à force de travail, d'éducation, l'éducation fournie par son compagnon de prison, l'abbé Faria, et d'exercice physique pour ne pas dépérir physiquement qu'il s'en sort. Faria lui apprend 2 langues, il déduit la logique de toutes les autres et les apprend. Faria lui enseigne la chimie, il devient si talentueux qu'il est en mesure de créer lui-même ses propres potions. Il apprend de l'abbé l'histoire mondiale et de ses ressortissants les plus fameux. Il apprend la médecine. Il ne s'en contente pourtant pas et après son évasion, il s'exile volontairement en Orient pour améliorer encore ses talents et sa fortune. À son retour, il n'est guère de discipline que le comte de Monte Cristo ne maîtrise. Il est également décrit comme un duelliste hors pair, autant au pistolet qu'à l'épée. Il est entouré d'innombrables alliés, allant des bandits aux plus riches, qui le respectent tous et le craignent même un petit peu tout à la fois. De par son extraordinaire soif d'éducation, le petit marin devient un homme capable d'évoluer dans tous les milieux, de se comporter comme un lord aussi bien que comme un bandit, sans jamais détonner, et il semble que rien ne peut lui résister. C'est une façon extraordinaire de la part d'Alexandre Dumas de promouvoir la valeur du savoir. C'est par le biais de Faria aussi qu'Edmond comprend à quel point on s'est joué de lui, et son esprit se libère bien avant son corps par le biais des enseignements de l'abbé. Il faut néanmoins moduler un peu les choses. Edmond semble doté dès le départ d'une intelligence remarquable et, comme dit Dumas, d'une mémoire prodigieuse. Ce n'est donc pas donné à tout le monde de se hisser à un tel niveau d'excellence. De plus, il est à remarquer que le jeune homme ne se rue pas sans réfléchir sur le trésor après son évasion. Il navigue plusieurs semaines en mer avec les contrebandiers qui l'ont sauvé, avant d'organiser un voyage discret sur l'île où il s'arrange pour qu'on l'abandonne seul, pour ainsi dire à mourir, après une mauvaise chute qu'il a faim, et finalement découvrir la grotte contenant le trésor. Un esprit plus simple aurait sans doute immédiatement mené la belle vie sans réfléchir et aurait peut-être même perdu le sens des réalités. Edmond, lui, planifie, organise et gère avec une incroyable sagesse cette bénédiction tombée du ciel. C'est là le résultat de ses années de discipline au château d'If avec Faria. Et s'il apprécie le luxe dans lequel il vit et voyage, il ne donne à aucun moment l'impression de s'attacher vraiment à tout cet argent, si ce n'est pour les possibilités de revanche qu'il lui offre. C'est une approche très aristocratique de l'argent. Il apprécie également sa liberté au plus haut point, et au lieu de se sentir seul, puisqu'il n'a pas d'égal, il prône l'individualisme. Il dit « Si vous aviez goûté de ma vie, vous n'en voudriez point d'autre ». Il est un surhomme sans égal. Il se choisit même sa propre famille, en l'occurrence les enfants de l'armateur qui a tenté seul de le sauver de son cachot, Morel. Il se sert aussi de cet argent pour rendre l'impossible possible, couvrant des distances faramineuses en un rien de temps, parce qu'il organise des relais de chevaux tout au long de sa route à l'avance, ce qui lui donne un avantage considérable sur les moyens de transport alors très lents. Il utilise également la désinformation, allant jusqu'à modifier les messages du télégraphe pour mettre en marche la ruine de Danglars. Les systèmes bancaires de l'époque reposaient avant tout sur la confiance et la réputation de ses emprunteurs. Il va utiliser cela spécifiquement en fabriquant de toutes pièces un prince italien à qui on prête des fortunes sur la simple base de lettres de crédit. Il utilise de la même façon ses multiples identités pour apparaître sous divers déguisements, puisque personne ne peut vérifier si cette personne qu'il campe existe vraiment. Bref, il utilise des moyens modernes et les failles du système en place pour surprendre et dérouter ses ennemis qui jouent encore de façon traditionnelle. Il est vraiment un surhomme, mais il reste aussi à tout moment crédible puisque ses prouesses sont absolument rationnelles. Il existe un aspect du roman qui a été parfois abordé. Le fait que le malheur d'Edmond commence presque en même temps que les 100 jours
porte à se demander si Edmond ne représente pas une version romanesque de Napoléon Ier lui-même, revenu de sa petite île d'Elbe, proche de l'île de Monte Cristo, pour se venger de l'armée sous les traits du soldat Fernand, de la justice sous les traits du procureur Villefort et de la finance sous les traits du banquier Danglars. D'ailleurs, comment le comte aurait-il organisé sa vengeance si les hommes qui lui ont fait tant de mal n'avaient plus jamais commis de crime lui permettant de les punir par là où ils ont péché? Ainsi, Fernand est puni par la fille de son supérieur hiérarchique qu'il a trahi en s'alliant avec l'ennemi. Villefort, le représentant de la loi, est accusé du plus vil crime, en l'occurrence se débarrasser d'un nourrisson, et Danglars, le banquier, ruinant et volant ses clients. Tous ces gens sont par ailleurs devenus membres de l'aristocratie par un moyen ou un autre, pas souvent recommandable, alors que les gentils, c'est-à-dire les Morel et le vieux Noirtier, le grand-père de Valentine, sont clairement bonapartistes. En même temps, Edmond ne respecte aucune loi, même s'il semble les connaître toutes, et il ne semble pas non plus s'intéresser à rien d'autre que sa propre vengeance, ignorant complètement ce qui n'en fait pas partie. Il dit « Je ne m'occupe jamais de mon prochain, mais je n'essaie jamais de protéger la société qui ne me protège pas. » Il ne peut donc pas être réellement posé en héros ni en réformateur, c'est simplement un homme seul, rongé par le désir de vengeance. Ce qui donne au final au personnage et au roman dans son ensemble un ton assez pessimiste. Même une fois sa vengeance accomplie, Edmond n'est ni heureux ni apaisé. Il s'en retourne en Orient avec dans son cœur la culpabilité d'avoir causé la mort d'un enfant. Au final, il n'a vraiment rien changé au milieu dans lequel évoluaient ses ennemis et il ne désire rien changer non plus à la façon dont ce milieu fonctionne. Les symboles et les parallèles sont nombreux dans le conte de Monte Cristo, et celle avec Napoléon n'en est qu'une. Que dire par exemple du fait que Edmond doit souffrir l'injustice et la jalousie de ses pairs, traverser des souffrances énormes, pour finalement renaître en passant par le linceul mortuaire de l'abbé Faria. Comment ne pas voir là le parallèle avec Jésus-Christ? Monte Cristo lui-même ne signifie-t-il pas en italien la montagne du Christ? Le comte lui-même répète à plusieurs reprises qu'il est l'envoyé de Dieu venu pour récompenser et punir. Le beau-fils de Morel, Emmanuel, se lamente d'ailleurs de ce que je cite « Un Dieu nous quitte » quand Monte Cristo annonce son départ et prophétise que ce Dieu va remonter au ciel après être apparu sur la terre pour y faire le bien. Pourtant, Monte Cristo a parfois des côtés peu défendables. Ainsi, quand il essaie de sauver l'armateur Morel de la ruine, il attend le moment précis où le vieil homme est prêt à se suicider à la minute près pour lui apporter la solution à tous ses problèmes et sauver sa vie. De même, après avoir sauvé Valentine de sa belle-mère empoisonneuse, il laisse Maximilien Morel croire que sa fiancée est morte et enterrée pendant tout un mois entier avant de lui révéler la vérité sur son île. Il aurait pu mettre fin au calvaire du pauvre jeune homme bien avant, en particulier lorsque celui-ci menace à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours, mais il n'en fait rien. C'est sans doute aussi ce qui vers la fin soutient les doutes qui assaillent Monte Cristo. Même si Dieu n'a pas empêché que ses ennemis ne détruisent sa vie et s'en sortent à bon compte, il n'est plus tout à fait convaincu que celui-ci soit de son côté quand il se rend compte qu'il a dépassé les limites en causant la mort d'un enfant qui, pour aussi insupportable qu'il soit présenté par Dumas, n'en est pas moins un petit garçon innocent de 7 ans. De là, on sent que Monte Cristo redevient humain dans ses doutes et ses interrogations. Cela commence quand il parle enfin avec Mercédès et qu'il a enfin les premières larmes dans les yeux, et cela trouve son apogée quand Haydée lui avoue tout son amour. Car pour aimer une femme, il est obligé de redevenir homme et non plus comme Satan, se croire l'égal de Dieu. Il réalise enfin que seul Dieu possède la sagesse infinie et la puissance. Il abandonne sa vengeance et ira même jusqu'à pardonner à Danglars pour que le pardon lui soit accordé en retour. Alors en conclusion, même s'il est évident que le roman date d'une époque révolue, les symboles et les messages peuvent aussi être appliqués à notre monde contemporain. Comme Monte Cristo, l'homme moderne peut s'instruire autant qu'il le souhaite ou le peut, voyager le monde sans entrave,
a accès et peut façonner l'information à loisir, et il est en théorie libre de faire sa vie comme il le souhaite, puisque selon l'adage, rien n'est impossible à qui le veut vraiment. Si la religion semble en perte de vitesse, la science a fait de tels progrès qu'il est difficile de savoir ce qui sera possible ou non dans l'avenir et où elle mènera l'humanité. Dans ces conditions, peut-être cette même religion sera-t-elle nécessaire pour éviter à l'homme, comme elle l'a fait pour Monte Cristo, de perdre de vue ses valeurs existentielles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour le conte de Monte Cristo. J'espère que le contenu de ce podcast vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et de partager le lien. Comme je disais plus tôt, c'est toujours sympa de se sentir encouragé. N'hésitez pas non plus à visiter mon site internet www.samzenker.com où vous trouverez les derniers épisodes, mais aussi des liens pour découvrir mon premier roman, La mer de sang. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Café Classique et d'ici là, portez-vous bien, dégustez vos boissons chaudes et lisez bien vos classiques.